Et comment ça va? Laura est une star de l'industrie cinématographique et doit écouter des centaines de personnes présenter leurs idées de scénario. La plupart du temps, elles sont horribles, mais elle doit quand même sourire et acquiescer pour ne pas blesser leurs sentiments. Un jour, lors d'une fête, son ex-mari, Tony, vient la voir et utilise une fausse présentation de scénario pour la confronter sur son absence dans la vie de leur fille. Laura est ambitieuse. Sa carrière est donc sa priorité. Tony est scénariste et alcoolique en rétablissement dont la dépression l'empêche d'écrire ces derniers temps. Une dispute éclate et Tony demande à Laura si elle a acheté un gâteau pour l'anniversaire de leur fille. Laura répond par l'affirmative, mais dès qu'elle s'éloigne de lui, elle ordonne à son assistant, Christian, d'en acheter un rapidement. Ensuite, Laura est abordée par sa rivale, Alba, qui lui confie qu'un célèbre milliardaire nommé Sneel a fait atterrir son jet privé à proximité car il va choisir une star pour son nouveau projet. Les deux femmes veulent être sélectionnées et échangent quelques insultes. Lorsque Laura arrive à la réception, une foule de journalistes attend à l'entrée. Elle s'approche du fils de Sneel, Sébastien, et tente d'en savoir plus sur le projet secret de son père, mais Sébastien refuse de dire quoi que ce soit. Au lieu de cela, il se moque d'elle parce qu'elle porte une montre très ancienne. Il mentionne également la mort récente de deux des hommes les plus riches du monde et se lance dans un discours sur le comportement des vieux, y compris son propre père, révélant accidentellement qu'Alba a été choisie. Laura est dévastée, mais doit garder le sourire pour les caméras. Ensuite, elle retourne à la fête et doit rester silencieuse pendant que Sébastien et d'autres hommes parlent d'elle et d'Alba, comme si elles étaient insignifiantes. Lorsqu'elle se retrouve seule, un moment, Laura ravale sa fierté et félicite Alba, disant que si quelqu'un devait prendre son travail, elle est heureuse que ce soit elle. Alba serre la main de Laura et convient que les femmes doivent s'unir pour survivre dans cette industrie. Ce soir-là, Alba doit présenter un film devant un immense public, mais admet qu'elle ne l'a pas regardé. Alors, Laura lui raconte rapidement un résumé de l'histoire. Cependant, ce résumé s'avère être une fausse intrigue et Alba s'humilie devant tout le monde, ce qui faisait partie du plan de vengeance de Laura. Plus tard, dans la voiture, Christian doit gérer tous les messages en colère de Sébastien. Laura reçoit un appel de Tony qui est à l'aéroport. Le vol de Tony a été annulé et le chaos a envahi les lieux. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, l'appel est soudainement coupé. Ensuite, Christian vérifie les nouvelles et découvre que le pape est mort, devenant le troisième homme riche à mourir en quelques jours seulement. Bientôt, ils arrivent à l'aéroport et Laura parvient à embarquer dans le jet de Sneel en remplaçant Alba, mais on l'oblige à laisser Christian derrière elle. Alors que l'avion décolle, Laura discute avec un autre invité qui lui raconte la mort d'un autre homme riche survenu il y a quelques minutes. Ses dents extrêmement blanches mettent Laura mal à l'aise. Quelques instants plus tard, Laura est en appel vidéo avec Tony et leur fille, Anna, pour fêter l'anniversaire de la petite. Cependant, Anna n'est pas heureuse que ses parents soient loin et raccroche sans souffler les bougies ni dire au revoir. Ensuite, Laura demande à Tony de signer les papiers du divorce, mais la discussion se termine par la promesse de se retrouver au tribunal. Lorsque Laura va aux toilettes, elle vole quelques crèmes très chères. En retournant à son siège, elle remarque que les dents de l'autre passager brillent. Finalement, l'avion atterrit en Alaska et, tandis que les autres partent en voiture, Laura est emmenée par un traîneau tiré par des chiens. Le conducteur prend son téléphone avant de lui remettre des fourrures pour l'aider à supporter le froid. Pendant le voyage, l'homme raconte que Sneel développe son entreprise de manière très agressive et que tous les nouveaux employés reçoivent des salaires incroyables, sans parler des avantages. À cause du blizzard, ils n'entendent pas l'avion exploser. Le traîneau emmène Laura jusqu'à une colonie où Monsieur Sneel accueille les nouveaux arrivants avec un discours sur les premiers colons de l'Alaska. Il a construit cet endroit pour leur rendre hommage et rappeler aux gens, ces pionniers qui ont bâti leur fortune par un travail acharné, ce qu'il démontre en utilisant une pioche. Tout le monde est invité dans une cabane pour boire un verre, tandis que Sneel continue de parler, disant que le monde est malade de fragilité et de paresse. Sneel est fatigué que la nouvelle génération blâme les élites travailleuses, car il croit que les riches sont en réalité la solution. Toutes les personnes qu'il a emmenées en Alaska ont été choisies pour faire partie d'une nouvelle division indépendante de son entreprise qui sera axée sur des intérêts sociaux comme l'énergie renouvelable et la philanthropie. Laura signe le contrat avec plaisir, ce qui lui accorde de nombreuses actions et se joint à la célébration. Lorsqu'elle fait une pause pour fumer, Sneel s'approche pour discuter et ils sympathisent sur le fait de ne pas comprendre leurs enfants. Il raconte aussi qu'il y a une vente aux enchères au palais de Buckingham et veut que Laura s'y rende pour commencer à faire des achats pour l'entreprise
insistant sur le fait qu'elle doit dépenser le plus d'argent possible. Avant de partir, il remet un livre à Laura et lui demande de le lire. Le lendemain, Laura quitte l'Alaska avec Monsieur Neal dans l'hélicoptère de Neal. Elle vérifie le livre et remarque une citation sur la richesse au dos de la couverture. Neal a reçu le même livre et explique que Neal l'a envoyé en Sicile pour auditer des camps de réfugiés. Il fait une blague de mauvais goût sur l'esclavage qui met Laura mal à l'aise. Pendant le vol, elle essaye d'appeler Anna, mais sa fille ne répond pas. En voyant les informations, Laura est choquée de découvrir que le palais de Buckingham a été attaqué. Elle commence à chercher plus d'informations et découvre que des milliardaires et des dirigeants meurent dans diverses parties du monde. Personne n'a d'explication, alors on blâme des attaques terroristes ou des objets de luxe empoisonnés. On mentionne la plutophobie qui est la haine des riches. Lorsque Laura arrive à Londres, la panique s'est emparée des rues. Christian vient de la chercher et dit que tout le monde exagère, pensant que le roi est simplement indisposé. La voiture ne bouge pas car le chaos rend la circulation difficile. Alors, Laura réfléchit à la situation et se demande si elle et Christian comptent comme des riches. Comparée à la grande élite, elle croit qu'elle appartient techniquement à la classe moyenne. Malgré toutes les rumeurs d'attaques terroristes, la vente aux enchères a toujours lieu au palais de Buckingham. Laura commence à enchérir sur une peinture importante, mais est interrompue par un appel d'Anna. Elle panique car elle veut parler à sa fille sans perdre la vente aux enchères. Alors, elle offre 2 millions pour la peinture et gagne. Ensuite, elle court dans une autre salle pour prendre un verre tout en parlant à Anna, dont la voix n'est pas très claire à cause des parasites. Parmi les invités, Laura remarque un autre homme aux dents brillantes. Soudain, elle entend des cris et retourne dans la salle des ventes pour découvrir que le roi est en train de mourir. Dans les jours qui suivent, tous les médias sont remplis de discussions sur la grippe mystérieuse qui ne touche que les personnes les plus riches du monde. Il y a beaucoup de commentaires sur le terrorisme, mais aussi plusieurs théories du complot sur Internet. On découvre bientôt que les dents brillantes sont un symptôme de cette grippe. L'activité financière est suspendue et l'élite demande une protection spéciale. Christian pense que le gouvernement devrait réunir tous les milliardaires en un seul endroit et les enfermer pour que le reste de la société puisse éviter de subir une autre quarantaine. Laura reçoit un appel de sa mère qui l'informe qu'Anna est avec elle en Espagne. Ensuite, Laura se rend au bureau de l'entreprise à Londres où les employés portent maintenant des masques. Sébastien est furieux que Neal ait donné à Laura un poste qui aurait dû être le sien et commence à tout détruire dans la pièce. La traitant de paysanne, il révèle que son père l'a licencié et qu'il s'est enfui pour se cacher en Alaska après avoir entendu des rumeurs étranges, ce qui signifie qu'il a dépensé toute la fortune familiale. Heureusement, Sébastien détournait l'argent de l'entreprise vers un fonds privé pour pouvoir survivre seul. Laura remarque que les dents de Sébastien brillent et décide de partir. Christian court la prévenir que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, donc tous les vols ont été annulés. Elle lui dit de trouver une issue coûte que coûte, car elle est désespérée de retourner auprès de sa fille, et conseille à Christian de quitter la ville au plus vite. Lorsqu'elle sort du bâtiment, des soldats protègent l'entrée contre des centaines de manifestants. Elle monte dans une voiture de l'entreprise et appelle son courtier pour vérifier ses actions. Le chauffeur entend cela et met rapidement un masque. Le courtier dit à Laura qu'à cause du chaos économique, ses actions ont grimpé et qu'elle est maintenant riche, mais il ne peut pas célébrer, compte tenu des circonstances. Effrayée, Laura lui demande de vendre ses actions, mais cela ne peut pas être fait car le marché est fermé. Ses seules options sont de dépenser l'argent ou de le donner. Alors Laura va à son appartement et commence à faire ses valises, mais ne peut s'empêcher de s'arrêter devant le miroir pour regarder ses dents. À ce moment, quelqu'un sonne à la porte et elle ouvre pour trouver 3 soldats qui expliquent qu'elle a été choisie pour une protection spéciale. Elle peut rester dans son appartement ou être emmenée dans un lieu sûr et Laura choisit la seconde option. Cependant, lorsqu'elle va dans sa chambre pour prendre son sac, elle s'enfuit par la fenêtre et descend par l'escalier de secours jusqu'au parking où se trouve sa voiture. Quelques instants plus tard, Laura quitte la ville et trouve des panneaux avec des graffitis demandant la mort de tous les riches pour contenir le virus. Finalement, elle trouve la route bloquée par de nombreuses voitures et doit continuer à pied. Ensuite, elle retrouve Christian qui lui a obtenu une place dans un vieil avion privé. Les gens se battent pour embarquer et un homme est si frustré qu'il jette le chien d'une dame qui finit par être heurté par un autre avion. Avant de partir, Laura fait semblant que Tony essaie de garder toutes ses affaires dans le divorce et demande à Christian de s'occuper de ses biens jusqu'à ce que l'accord soit finalisé. Cependant, il réalise qu'elle a essayé de lui transférer sa fortune et s'éloigne sans rien signer. Quand tout le monde est à bord, l'avion décolle avec beaucoup de secousses. Laura appelle Tony pour le prévenir qu'elle sera à Barcelone dans 6 heures et découvre qu'il est aussi chez sa mère. Elle essaie de protester, mais l'appel est interrompu par le mauvais signal. Ensuite, les passagers commencent
commencent à discuter de la situation et la conversation se transforme bientôt en une grande bagarre. Cependant, tout le monde panique lorsqu'il réalise que l'homme qui a jeté le chien a des dents brillantes. Les autres passagers le traitent d'infecté et tentent de l'attaquer. Alors, l'homme se défend et commence à agresser les gens. Il tombe accidentellement sur un levier et ouvre la porte de l'avion, mais cela n'arrête pas la lutte. L'homme et la propriétaire du chien s'agrippent le visage pour se causer de graves blessures et un autre passager profite de l'occasion pour les expulser tous les deux de l'avion. Lorsque le vol se calme enfin, Laura vérifie les nouvelles sur son portable et découvre que tous les milliardaires ont été mis en quarantaine. Beaucoup d'entre eux détruisent leurs biens les plus précieux dans l'espoir d'éloigner la maladie. Les gens sur Internet appellent le virus la grippe des riches. Finalement, Laura arrive en Espagne et sort discrètement de l'aéroport pour appeler Tony. En l'attendant, elle recherche le nom de Sneel et trouve de nombreux articles disant qu'il a disparu sans laisser de traces mais que ses biens ont été détruits. Méfiante, Laura prend le livre qu'il lui a donné et relit la citation. Elle réalise qu'il n'y a jamais eu de projet. Sneel les a simplement tous utilisés pour transmettre sa fortune, en prétendant que c'était des salaires et en construisant la colonie. De cette façon, il pourrait cesser d'être riche. Laura crie de rage et jette le livre. À ce moment, Tony vient la chercher en voiture. Pendant le trajet, il explique que la situation ici est la même. Tous les riches ont été emmenés et personne n'a le courage d'aller travailler. Lorsqu'il trouve la route bloquée par des policiers, Laura s'inquiète pour son sac. Le sac contient des bijoux et de l'argent. Tony la réprimande avant de cacher le sac et d'arrêter la voiture pour que les policiers fassent l'inspection. Leur santé semble bonne. Et lorsqu'un policier est sur le point de regarder à l'intérieur de la voiture, un camion dévale la route à grande vitesse et percute la barrière de police, provoquant une petite explosion. Alors que les policiers courent pour gérer cela, Laura et Tony profitent de l'occasion pour retourner à la voiture et s'enfuir. En ville, des explosions se produisent partout et les gens sont en rébellion dans les rues, tandis que le gouvernement tente d'appliquer des protocoles d'urgence. Tony et Laura se rendent dans une petite ville de montagne et trouvent des maisons avec des graffitis anti-riches sur les murs. Laura cherche Anna et la trouve en train de s'amuser avec d'autres adolescents, portant un t-shirt avec les mêmes messages. Furieuse, Laura ne dit pas un mot à sa fille et part à la recherche de sa mère, Martha. Laura veut se plaindre qu'elle ait mis ses idéaux dans la tête de la jeune fille. Cependant, Martha rappelle à Laura qu'Anna est en sécurité grâce à elle. Après cela, Laura se joint au repas communautaire, mais tout le monde l'observe avec méfiance. Un homme gentil remarque sa montre et se souvient qu'elle l'a achetée avec son premier salaire, impressionné qu'elle l'est encore. Un autre homme commente que le virus descend dans la hiérarchie sociale et se demande quand ce sera le tour de Laura. Ce soir-là, Laura avoue à Tony qu'elle est riche et raconte ce qu'elle a essayé de faire avec Christian. Elle admet aussi qu'elle s'inquiète d'avoir déjà le virus et envisage de partir. À ce moment, l'homme gentil du déjeuner apparaît pour prévenir que les habitants sont en colère et veulent qu'elle parte. Une discussion commence parce que Martha et Tony ne veulent pas qu'elle parte, mais bientôt une foule furieuse encercle la famille, exigeant que Laura s'en aille. Quelques instants plus tard, toute la famille part ensemble sur un navire. Martha dit qu'elle a une amie en Tanzanie qui vit hors réseau et peut les accueillir. Un long voyage les attend et pendant qu'ils naviguent, ils voient souvent d'autres navires essayant de fuir aussi. Ils survivent en pêchant et en recueillant l'eau de pluie. Une nuit, ils entendent un bruit étrange et réalisent que c'est une femme flottant sur une planche, demandant de l'aide. Ils lancent immédiatement une corde pour la tirer vers le navire et la nourrissent. Elle s'appelle Yolin et explique qu'elle a dérivé pendant 6 jours. Soudain, un navire militaire apparaît à côté de la famille, révélant qu'ils sont arrivés sur la côte libyenne. Les soldats expliquent que le pays n'accepte pas de réfugiés pour le moment avant d'avancer pour arrêter la famille et attacher leur navire au leur. Le lendemain matin, les navires s'arrêtent près de la côte d'une île africaine avant que les soldats ne disent au groupe de sauter à l'eau et de nager. Lorsqu'ils tentent de protester, ils sont poussés dehors. Yolin et la famille nagent jusqu'à la plage la plus proche et trouvent un mémorial dédié à tous les migrants qui ont perdu la vie en mer. Ensuite, le groupe explore la région et trouve un camp de réfugiés où une foule se rassemble autour d'une voiture de l'armée pour essayer d'obtenir de la nourriture. Yolin pousse au milieu de la foule violente et parvient à prendre quelques provisions qu'elle partage avec la famille. Après cela, quelques médecins effectuent un test rapide sur eux pour vérifier s'ils sont en bonne santé. Les gens sont séparés par lieu d'origine, alors Yolin est envoyée vers les tentes africaines tandis que la famille rejoint les autres Européens. Un soldat informe qu'ils ont perdu contact avec le continent il y a 4 jours et que l'Afrique n'accepte que ses propres citoyens. Laura tente d'expliquer qu'elle a donné beaucoup d'argent à des associations caritatives africaines, mais le soldat souligne que les choses ne fonctionnent pas comme ça ici. Cela signifie que la famille est piégée.
En observant les lieux, Laura est surprise de trouver Neil qui lui dit que les pays pauvres vont bien tandis que l'Europe est en feu. Il conseille à Laura de s'abriter et de ne pas sortir avant l'aube. Lorsqu'il retire son masque, il révèle des dents brillantes. Cette nuit-là, Yolin et la famille quittent le camp et se cachent sous de vieux décombres. Laura essaie de s'excuser auprès de Tony pour la façon dont leur relation s'est terminée. Mais Tony reste silencieux. Alors, elle le force à montrer ses dents. Il s'avère qu'elle brille parce qu'il a signé le contrat que Christian avait refusé, ce qui fait de lui le propriétaire actuel de la fortune de Laura. Le couple sort pour en discuter et Laura commence à pleurer, tandis que Tony dit qu'elle doit protéger leur fille. À ce moment, deux hommes apparaissent et assomment Martha avant d'enlever Anna. Suivant les cris de leur fille, Tony et Laura courent après eux. Lorsqu'ils s'approchent suffisamment, ils sautent sur les hommes pour les attaquer. Mais Laura est facilement maîtrisée et Tony doit affronter les deux hommes seul. Il commence à frapper l'un des hommes au sol seulement pour être poignardé ensuite. Alors, Laura pousse Tony et écrase la tête du ravisseur avec une pierre. Ensuite, elle se jette sur l'autre homme et fait de même, laissant sa famille sous le choc devant sa brutalité. Au matin, le groupe retourne au camp et découvre que tout a été complètement détruit. Ils travaillent avec les survivants pour construire un énorme bateau et quitter l'île tous ensemble. Après avoir navigué pendant plusieurs jours, le bateau s'approche enfin de la côte africaine. Cependant, un navire de patrouille apparaît et percute le bateau pour le détruire, jetant tous les réfugiés à l'eau dans le but de les noyer. Laura s'accroche à des débris tout en criant le nom d'Anna en vain. Après avoir dérivé pendant un moment, Laura et quelques réfugiés sont portés par les vagues jusqu'à la côte africaine. La police arrive pour arrêter tout le monde. Alors, Laura commence immédiatement à courir et traverse un tunnel dans un grand mur jusqu'à atteindre des bâtiments abandonnés. Elle court de pièce en pièce, cherchant un endroit pour se cacher. Laura trouve une dame âgée qui accepte de lui prêter quelques vêtements. Maintenant, ressemblant à une habitante locale, Laura retourne dans les rues et les soldats ne remarquent même pas sa présence. Elle retourne à la plage et trouve un groupe de locaux qui sauvent des réfugiés. Anna et Yolin sont en sécurité, mais Martha est morte et Tony n'a jamais été retrouvé. Tous les réfugiés sont placés dans un camion et voyagent entassés pendant plusieurs jours. Après s'être arrêtés pour obtenir de la nourriture et de l'eau, ils doivent continuer à pied. Finalement, ils arrivent sur une plage où les gens construisent lentement un village à partir de zéro. Les réfugiés sont obligés de mettre leurs effets personnels dans un bol pour qu'ils puissent être utilisés par tous. Laura n'a d'autre choix que de laisser sa montre bien-aimée aussi. À partir de ce moment, Laura et les filles d'apprendre à vivre de la terre et à aider la communauté. Un soir, Laura voit une femme portant sa montre et la suit pour faire un échange. Elle veut que la femme échange la montre contre de jolis coquillages qu'elle collectionnait. En souriant, ses dents commencent à devenir plus blanches, terminant ainsi Rich Flou, film de science-fiction et thriller de 2024. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.